Le 12 avril 2019, des agents de police du comté de Montgomery dans l'État du Maryland ont reçu un mandat de perquisition pour la maison numéro 47 sur la rue des Ormes dans la ville de Silver Spring. La maison de 3 étages avec une clôture blanche et une pelouse bien entretenue ne différait en rien des autres maisons de ce quartier prestigieux. Le propriétaire de la maison, Robert Clark, 54 ans, professeur de physique à l'université locale, n'était pas présent lors de la perquisition. Il était en détention pour évasion fiscale. Ce que les policiers ont découvert dans le sous-sol de la maison de Clark a incité même des agents expérimentés à demander des renforts et un soutien psychologique. Selon le rapport de l'enquêteur Michael Green qui dirigeait l'opération, aucun des officiers présents n'était préparé à ce qu'ils ont vu. La technicienne criminalistique Sarah Jenkins, qui avait travaillé 26 ans dans la police, a avoué plus tard dans une interview « Je n'oublierai jamais cette odeur et ces yeux qui nous fixaient depuis l'obscurité. Mais qu'est-ce qui a conduit la police à la maison de la rue des Ormes si Robert Clark avait été initialement arrêté pour fraude fiscale? L'histoire a commencé 3 ans plus tôt, et le rôle central n'était pas joué par des agents fédéraux, mais par des voisins qui ont commencé à remarquer des bizarreries. La rue des Ormes était considérée comme l'un des quartiers les plus prestigieux et calmes de Silver Spring. Les maisons y étaient transmises de génération en génération. La plupart des résidents se connaissaient depuis des décennies. L'apparition de Robert Clark en 2016 a suscité une certaine curiosité, mais pas d'inquiétude. Le nouveau voisin semblait un peu réservé, mais poli et cultivé. Il a emménagé en mai 2016, se souvient Elizabeth Horn, une retraitée de 72 ans qui vit en face. Mon mari et moi lui avons apporté un gâteau pour lui souhaiter la bienvenue. Robert nous a remerciés et nous a même invités à prendre le thé quelques jours plus tard. Une personne normale, un peu nerveuse, qui parlait beaucoup de son travail. Rien de suspect. Clark s'est rapidement adapté à la vie tranquille du quartier. Il enseignait la physique au Community College, dirigeait un cercle scientifique pour lycéens et assistait occasionnellement à des événements locaux. La seule particularité que les voisins ont remarquée était sa prudence excessive. Clark a installé un système de sécurité avancé avec plusieurs caméras et détecteurs de mouvement dans sa maison. Les premiers sons inhabituels ont été entendus par les voisins environ 3 mois après le déménagement de Clark. Martha et James White, dont la maison se trouvait à 2 bâtiments de la maison numéro 47, ont été les premiers à remarquer les bruits étranges. Ce n'était pas vraiment un pleur, précise James White, plutôt un son étouffé, semblable à la voix d'un enfant qui répétait quelque chose de façon monotone. Nous avons pensé que c'était la télévision ou la radio. Il était environ 11 heures du soir. Nous étions assis dans la cour arrière. La famille White n'y a pas accordé d'importance. Dans le quartier vivaient suffisamment de familles d'eau avec enfants, et le son n'était pas particulièrement fort ou inquiétant. Cependant, quelques semaines plus tard, ils ont à nouveau entendu un bruit similaire. Cette fois, plus clair. « J'étais sûr que le son venait de la maison de Clark, » dit James. « Mais il vivait seul, n'avait pas d'enfants. Je n'ai même pas vu qu'il recevait des invités avec des enfants. » Vers décembre 2016, les bruits sont devenus réguliers. Maintenant, d'autres voisins les entendaient aussi, surtout ceux dont les maisons étaient trop plus proches de celles de Clark. Le type de bruit a également changé. Ce qui ressemblait auparavant à une parole monotone ressemblait maintenant souvent à des pleurs ou des sanglots. Les bruits commençaient presque toujours après 10 heures du soir et pouvaient durer jusqu'à l'aube. Nous avons commencé à plaisanter en disant que Clark avait un fantôme dans la maison, se souvient Teresa Gonzalez, la voisine du côté gauche. Mais les plaisanteries ont vite cessé quand mon mari a clairement entendu une voix d'enfant crier à l'aide. C'était en février 2017, vers 2 heures du matin. Les Gonzales ont appelé la police, mais les agents qui sont arrivés n'ont rien trouvé de suspect. Clark était à la maison, a laissé entrer les policiers, leur a montré les pièces principales. Il a expliqué qu'il avait récemment installé un cinéma maison dans le sous-sol et que les voisins entendaient peut-être des sons de films. Les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition pour toute la maison et ne sont pas descendus au sous-sol.
Après la visite de la police, les bruits ont cessé pendant quelques semaines. Les voisins ont décidé que leurs craintes étaient sans fondement, et l'incident est progressivement tombé dans l'oubli. Cependant, en avril 2017, Elizabeth Horn, en arrosant des fleurs tôt le matin, a remarqué Clark transportant plusieurs grandes boîtes de sa voiture à la maison. Les boîtes avaient des trous, comme pour transporter des animaux, se souvient-elle. J'ai pensé qu'il s'était procuré un chien ou un chat. Quand je lui ai demandé à ce sujet, il est devenu visiblement nerveux et a dit que c'était de l'équipement pour son laboratoire. Après cela, il est parti rapidement. Dans les mois qui ont suivi, les voisins ont remarqué d'autres particularités. Clark a commencé à commander beaucoup plus de nourriture qu'une personne ne pouvait consommer. Des coursiers livraient régulièrement des colis. Des sacs poubelles sont apparus dans la cour que Clark, pour une raison quelconque, n'emmenait pas à la déchetterie locale, mais quelque part dans son pick-up. Mais le plus inquiétant était la reprise des bruits nocturnes. Maintenant, c'était définitivement un pleur d'enfant, affirme Martha White, et pas une seule voix. Parfois, il semblait qu'il y avait plusieurs enfants là-bas, et ils, je ne sais pas comment le dire plus précisément, parlaient dans leur propre langue. Le son venait de quelque part en bas, possiblement du sous-sol. À la fin de 2017, plusieurs familles se sont adressées indépendamment à nouveau à la police. Cette fois, les agents ont pris les plaintes plus au sérieux, mais à nouveau n'ont rien trouvé de suspect lors de l'inspection de la maison de Clark. Le propriétaire était poli, a montré le sous-sol, où se trouvait effectivement un cinéma-maison et un petit laboratoire scientifique lié à son travail. L'enquêteur qui a effectué l'inspection a remarqué la propreté et l'organisation excessive dans la maison, mais ce n'était pas un motif de suspicion. Après la deuxième visite de la police, Robert Clark est devenu encore plus réservé. Il a cessé de participer à des événements publics, sortait rarement de la maison sauf pour aller au travail, et a construit une clôture supplémentaire dans la cour arrière. Les bruits nocturnes sont devenus plus silencieux, mais n'ont pas complètement cessé. Nous avons commencé à douter de notre propre santé mentale, confesse Teresa González. Peut-être étaient-ce vraiment des sons de film, ou peut-être avons-nous développé une paranoïa collective. La police a vérifié la maison 2 fois et n'a rien trouvé. La situation est restée inchangée pendant une autre année. Les voisins entendaient occasionnellement des bruits étranges, mais n'appelaient plus la police car ils n'y voyaient pas de sens. Robert Clark continuait à mener une vie retirée, bien qu'il enseignait consciencieusement à l'université et ne violait aucune loi évidente. Cependant, en janvier 2019, un incident s'est produit qui a changé le cours des événements. Pendant un violent orage, il y a eu une coupure de courant momentanée dans la région. Les systèmes de sécurité, y compris les serrures électroniques de la maison de Clark, ont été temporairement désactivés. Et c'est précisément à ce moment que les voisins ont entendu quelque chose qu'il était impossible d'ignorer. Dans la nuit du 24 janvier 2019, un violent orage a éclaté sur Silver Spring. À 23h47, la foudre a frappé un transformateur qui alimentait plusieurs rues, dont la rue des Ormes. L'électricité a été coupée pendant 18 minutes. Pour la plupart des résidents, ce n'était qu'un petit désagrément. Pour Robert Clark, c'était une catastrophe. Je n'oublierai jamais ces cris, dit David González, le mari de Teresa. Dès que les lumières se sont éteintes, un tel son est sorti de la maison de Clark, comme si plusieurs enfants criaient en même temps. Pas par peur, mais comme s'ils avaient vu une opportunité et essayaient d'attirer l'attention. Les cris étaient si distincts que pratiquement tous les voisins dans un rayon de 5 maisons les ont entendus. Certains ont couru dans la rue avec des lampes de poche pour comprendre ce qui se passait. Dans l'obscurité, ils ont vu Robert Clark courant autour de sa maison en panique, vérifiant les portes et les fenêtres. Il criait au téléphone, se souvient James White. Quelque chose comme « Le système est en panne, venez immédiatement. Il pourrait s'échapper ». Quand il nous a remarqués, il a immédiatement mis fin à la conversation et a couru vers la maison. Après quelques minutes,
Un 4x4 noir sans plaque d'immatriculation est entré dans la cour de Clark. 2 hommes en vêtements sombres sont sortis du véhicule et sont rapidement entrés dans la maison. À ce moment-là, les cris avaient déjà cessé. L'électricité a été rétablie 10 minutes après l'apparition des étrangers. Le 4x4 est parti 1 heure plus tard. Le lendemain matin, les voisins se sont rassemblés dans la cour des White et ont décidé d'appeler à nouveau la police. Cette fois, ils ont signalé non seulement des sons étranges, mais aussi la réaction de panique de Clark à la coupure de courant et la visite d'inconnus au milieu de la nuit. L'enquêteur Michael Green, qui a pris la déposition, l'a prise très au sérieux. Il a demandé l'accès aux enregistrements des caméras de surveillance des maisons voisines et a interrogé tous les résidents de la rue. Cependant, pour une enquête complète, des raisons plus substantielles que des sons étranges et un comportement suspect étaient nécessaires. Nous n'avions pas suffisamment de preuves pour obtenir un mandat de perquisition, explique Green dans son rapport. Les vérifications précédentes n'avaient révélé aucune infraction. Nous avons commencé par une surveillance discrète de la maison et une vérification du passé de M. Clark. La vérification de l'identité de Robert Clark a révélé quelques détails intéressants. Il avait effectivement un doctorat en physique et une carrière impressionnante dans le domaine académique. Cependant, dans sa biographie, il y avait un vide de 5 ans, de 2011 à 2016. Il n'y avait aucune information sur lui. Juste avant cette période, il travaillait dans un laboratoire de recherche privé à Seattle, mais avait démissionné sans explication. Un autre indice était la facture d'électricité. Au cours des 3 dernières années, la consommation d'électricité dans la maison de Clark dépassait 4 fois le niveau moyen de la région, bien qu'il vivait seul. Une telle consommation pourrait s'expliquer par le fonctionnement d'équipements à forte consommation d'énergie, par exemple des réfrigérateurs industriels ou des systèmes de maintien de la vie. À la mi-février 2019, l'enquêteur Green a reçu un appel d'Elizabeth Horn. La femme âgée a rapporté avoir vu Clark sortir plusieurs grands sacs noirs de la maison et les charger dans son pick-up en pleine nuit. Elle a réussi à photographier cela avec son téléphone, bien que la qualité des images soit mauvaise. « Je ne pouvais pas dormir et j'ai vu la lumière des phares », raconte Horn. Robert traînait ses sacs et il bougeait. J'avais peur qu'il puisse y avoir quelqu'un à l'intérieur, alors j'ai pris une photo. L'examen des images n'a pas pu confirmer de façon concluante qu'il y avait un être vivant dans les sacs, mais a intensifié les soupçons de la police. Green a demandé une ordonnance pour suivre les mouvements du véhicule de Clark par GPS et a obtenu l'autorisation d'installer des caméras cachées dirigées vers sa maison depuis des propriétés publiques. Le 1er mars 2019, la surveillance a produit le premier résultat sérieux. Les caméras ont enregistré Clark portant un petit paquet qui ressemblait à un enfant enveloppé dans une couverture, hors de la maison au milieu de la nuit, et le remettant à une personne masquée qui attendait dans le même modèle de 4x4 noir qui était venu la nuit de la coupure de courant. La qualité de l'image ne permettait pas de dire avec certitude qu'il s'agissait d'un enfant, explique Green. Mais la taille et la forme du paquet ainsi que l'extrême précaution avec laquelle Clark le portait nous ont amenés à agir immédiatement. La police a commencé à suivre le 4x4, mais l'a perdu dans la zone industrielle de la ville. Les tentatives d'identifier le propriétaire via les caméras de surveillance du trafic ont échoué. Comme on l'a découvert plus tard, le véhicule utilisait une technologie pour dissimuler les plaques d'immatriculation. À la mi-mars, l'enquêteur Green avait recueilli suffisamment d'indices pour demander un mandat de perquisition pour la maison de Clark, mais a d'abord décidé de trouver des preuves plus directes. Il a organisé une visite non officielle des services sociaux, qui effectuait supposément une vérification de routine des systèmes de protection contre les incendies dans la région. « Je voulais que quelqu'un d'officiel entre dans la maison sans préavis », explique Green. Un travailleur social pourrait remarquer quelque chose de suspect sans alerter Clark. Maria Rodriguez, une inspectrice des services sociaux, a visité la maison numéro 47 de la rue des Ormes le 20 mars. Clark l'a laissé entrer à contre-cœur, mais a catégoriquement refusé de lui montrer le sous-sol, affirmant que des rénovations y étaient en cours et qu'il n'était pas sûr d'y rester. Pendant que Rodriguez inspectait les étages supérieurs, elle a remarqué plusieurs anomalies. Premièrement, il y avait une quantité anormalement importante de nourriture pour bébé dans le réfrigérateur. Deuxièmement,
Elle a vu des vêtements d'enfants de différentes tailles dans l'armoire de la chambre d'amis. Troisièmement, sur la table de la cuisine se trouvaient trop des gants médicaux et plusieurs seringues sans aiguille. L'observation la plus troublante a été faite par Rodriguez lorsqu'elle est passée devant la porte fermée du sous-sol. « J'ai entendu un bruissement », est-il écrit dans son rapport. Comme si quelqu'un se déplaçait silencieusement dans la pièce. Et puis, un son qui ressemblait à un murmure d'enfant, mais très étrange, indistinct. Quand elle a demandé à Clark s'il y avait des enfants dans la maison, il est devenu nerveux et a dit que parfois, ses neveux venaient en visite et qu'il gardait des affaires pour eux. La visite s'est terminée rapidement, mais les informations recueillies par Rodriguez ont été cruciales pour l'obtention d'un mandat de perquisition. Cependant, avant que la police puisse agir, un autre incident s'est produit. Le 28 mars, vers 2 heures du matin, les voisins ont entendu des bruits forts provenant de la maison de Clark. Le son rappelait du verre qui se brise, suivi d'un cri d'enfant étouffé. « J'ai immédiatement appelé le 911, dit David Gonzalez. La standardiste a dit qu'une patrouille était en route. Mais pendant que la police arrivait, j'ai vu par la fenêtre Robert courir hors de la maison, monter dans sa voiture et partir à grande vitesse. Les policiers arrivés sur les lieux ont constaté que la fenêtre arrière de la maison, qui menait à la cave, était brisée. Cela leur donnait le droit légal d'entrer dans la maison sans mandat de perquisition pour vérifier une possible intrusion. Les agents sont entrés par la porte arrière et ont commencé l'inspection. Dans la cave, ils ont découvert des traces de lutte et de petites gouttes de sang sur le sol menant vers la sortie. Cependant, aucune personne ni preuve évidente d'un crime n'a été trouvée. La maison a été mise sous surveillance et un avis de recherche a été émis contre Robert Clark. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à 50 miles de Silver Spring, à côté d'une gare routière. L'examen des enregistrements a montré qu'une personne ressemblant à Clark avait acheté un billet pour New York. Le 5 avril 2019, Robert Clark a été arrêté à l'aéroport John F. Kennedy alors qu'il tentait de quitter le pays avec un faux passeport. Il a d'abord été arrêté pour falsification de documents et évasion fiscale, des accusations plus faciles à prouver. Cela a donné aux enquêteurs le temps de recueillir des preuves plus graves. Après l'arrestation de Clark, l'enquêteur Green a finalement obtenu un mandat de perquisition complet pour la maison numéro 47 de la rue Ullman. Le 12 avril, une équipe d'enquêteurs est entrée dans la maison et une attention particulière a été accordée à la cave, l'endroit d'où provenaient probablement les bruits mystérieux au cours des 3 dernières années. Ce que les policiers ont vu en descendant les escaliers a changé à jamais leur conception de la cruauté humaine. La cave de la maison numéro 47 de la rue Vaden se composait de 3 pièces. La première pièce, à laquelle menaient les marches depuis le rez-de-chaussée, était effectivement aménagée en cinéma-maison et petit laboratoire. Exactement ce que les policiers avaient vu lors des contrôles précédents. Dans cette partie de la cave, il n'y avait rien de suspect, à l'exception d'une porte métallique inhabituellement solide dans le mur arrière. Cette porte semblait totalement déplacée dans une habitation, se souvient l'enquêteur Green. Acier industriel, serrure électronique, isolation thermique, on s'attendrait plutôt à voir une telle porte dans un centre de recherche ou dans une chambre forte de banque. Les cartes clés pour la porte n'ont pas été trouvées, mais les techniciens criminels ont pu contourner la protection électronique. Derrière la porte se trouvait une pièce d'environ 30 mètres carrés, aménagée en laboratoire médical de haute technologie. Les murs étaient recouverts de matériaux d'isolation acoustique. Ici se trouvaient des ordinateurs, des équipements médicaux, des réfrigérateurs contenant des médicaments et des échantillons de sang. Sur les tables se trouvaient des cahiers remplis de formules, de graphiques et de notes de la main de Clark. La majorité des enregistrements étaient codés, mais certaines pages contenaient du texte compréhensible, description d'expériences, observations, dosage de médicaments. Il y avait des informations sur des sujets quelconques, numérotés de 1 à 17, rapporte la criminologue Sarah Jenkins. Description de réactions à divers stimuli, changement de comportement après l'administration de préparation, mesure de l'activité cérébrale
Tout ressemblait à de la recherche scientifique, mais réalisée avec violation évidente de toute norme éthique. Cependant, la découverte la plus inquiétante a été faite derrière la troisième porte. Contrairement à la solide porte métallique entre la première et la deuxième pièce, cette porte était en bois ordinaire, avec une petite fenêtre en verre renforcée. 6 lourdes serrures y étaient suspendues. Derrière cette porte se trouvait une pièce désignée dans le rapport de police comme « cellule d'hébergement ». La pièce d'environ 40 mètres carrés était divisée en sections par des cloisons transparentes. Chaque section contenait un lit fixé au sol, des installations sanitaires de base et un distributeur de nourriture similaire à ceux utilisés dans les zoos. Dans 3 sections, il y avait des personnes au moment de la perquisition, mais pas celles auxquelles les agents s'attendaient. Nous étions préparés à trouver des enfants enlevés, d'après les bruits entendus par les voisins, dit Green. Au lieu de cela, nous avons trouvé des adultes, mais dans un état extrêmement inhabituel. Dans la première section, se trouvait un homme d'environ 30 ans. Dans la deuxième, une femme d'environ 25 ans. Dans la troisième, un autre homme, plus âgé, peut-être 40 à 45 ans. Tous les 3 avaient les caractéristiques physiques d'adultes, mais se comportaient comme de petits enfants. Lorsque la police est entrée dans la pièce, ils n'ont montré ni peur, ni surprise. Au lieu de cela, ils ont commencé à émettre des sons semblables au babillage de petits enfants essayant de parler. Ils se déplaçaient maladroitement, comme s'ils ne pouvaient pas contrôler complètement leur corps. Sur leur visage était figée une expression de curiosité enfantine. Je travaille dans la police depuis 26 ans et c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue, avoue Jenkins. Ces personnes étaient physiquement adultes, mais se comportaient comme des enfants de moins de 3 ans. Ils n'imitaient pas. Ils se comportaient réellement comme si leur esprit avait été modifié. L'équipe médicale appelée sur les lieux a confirmé que tous les 3 étaient sous forte influence psychopharmacologique. Ils présentaient des traces de nombreuses injections, de malnutrition chronique et d'un séjour prolongé dans un espace clos. Selon les estimations préliminaires, ils avaient sans passer au moins 2 ans dans la cave. L'identification de ces personnes est devenue une tâche prioritaire. Dans la salle d'hébergement, il n'y avait ni objet personnel, ni document. Sur chaque section était simplement accroché un panneau avec un numéro et une date. Sujet 4, 0, 6, 2017. Sujet 9, 11, 2017. Sujet 13, 0, 3, 2018. Dans le laboratoire, des dossiers médicaux ont été trouvés pour chaque sujet. Ils contenaient des informations sur les signes vitaux, les procédures effectuées et les préparations administrées. Cependant, le plus choquant étaient les notes de Clark sur le progrès de la régression et la réduction mentale à l'état infantile. D'après ces enregistrements, Clark tentait délibérément de faire régresser des adultes à un état infantile, explique le docteur Eleonora Fisher, une psychiatre associée à l'enquête. Il utilisait une combinaison de médicaments psychotropes, d'hypnose, de privation sensorielle et de techniques expérimentales que nous ne comprenons pas encore complètement. Lors de l'examen approfondi du laboratoire, des centaines d'heures d'enregistrements vidéo ont été découvertes. On y voyait Clark menant des séances avec les sujets, leur administrant diverses préparations et conduisant des expériences sur la perception et la mémoire. Les enregistrements étaient datés à partir de juin 2016, pratiquement immédiatement après son déménagement dans la rue Weiden. Dans l'un des coffres-forts, les enquêteurs ont découvert des documents personnels, des sujets. Il s'agissait de personnes qui avaient disparu dans différents états au cours des 3 dernières années. Le sujet 4 s'est avéré être Michael Dorsey, un programmeur de 32 ans de Chicago, qui avait disparu pendant un voyage d'affaires à Washington. Le sujet 9 était Sarah Klein, une infirmière de 26 ans de Baltimore qui avait disparu en rentrant du travail. Le sujet 13 était Thomas Baker, un sans-abri de 43 ans de Philadelphie dont la disparition n'avait été signalée par personne. Clark choisissait délibérément des personnes qui soit ne seraient pas recherchées,
soit serait-ce recherché loin de Silver Spring, observe l'enquêteur Green. La plupart des victimes étaient des solitaires, sans liens sociaux forts, voyagèrent fréquemment ou menaient un style de vie irrégulier. Cependant, la découverte la plus troublante attendait la police dans le coin le plus reculé du laboratoire. Dans un réfrigérateur séparé, sécurisé par une serrure à code, étaient conservés des échantillons de tissus étiquetés comme sujet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Les médecins légistes ont confirmé qu'il s'agissait de tissus humains. Fondamentalement, nous avons trouvé des preuves qu'au moins 17 personnes sont passées par le laboratoire de Clark, explique Green. Où sont les 14 autres et ce qui leur est arrivé? C'est devenu la question principale de l'enquête. Une réponse partielle a été trouvée dans le carnet de Clark, où il décrivait en détail la conclusion des expériences avec des sujets infructueux. Selon ces enregistrements, de nombreux sujets n'ont pas résisté aux procédures qui leur étaient appliquées. Certains sont morts d'une overdose de préparation. D'autres ont développé des lésions cérébrales irréversibles, tandis que d'autres ont montré des formes inacceptables de régression. Ils sont devenus agressifs ou ont complètement perdu la capacité de prendre soin d'eux-mêmes. Il emportait probablement les corps des sujets infructueux dans ces sacs que les voisins avaient vus, suppose Green. Nous avons trouvé des enregistrements de voyages dans des zones reculées du parc national Shenandoah. Nous y avons lancé une opération de recherche. Les 3 survivants ont été transportés dans une clinique médicale spécialisée. Leur état a été évalué comme physiquement stable, mais psychologiquement extrêmement grave. Un examen initial a révélé qu'ils avaient été exposés à une action prolongée d'une combinaison de substances psychotropes puissantes dont beaucoup n'étaient pas approuvées pour un usage clinique. Ces préparations ont littéralement réécrit la chimie de leur cerveau, explique le docteur Fisher. Ils ne prétendent pas être des enfants. Ils perçoivent réellement le monde avec les capacités cognitives d'un enfant de 3 ans. En même temps, ils ont conservé certaines capacités motrices d'adultes, ce qui crée une dissonance inquiétante. Avec le déchiffrement des notes de Clark, il est devenu clair qu'il menait des expériences de régression mentale. Il tentait de ramener le cerveau adulte à un état infantile. Les motifs de ces expériences sont restés flous jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent un journal intime caché dans une cachette derrière une bibliothèque dans la chambre de Clark. Le journal a jeté la lumière sur l'histoire d'un homme que les voisins considéraient simplement comme un scientifique reclus. Le journal de Robert Clark commençait par une entrée du 4 septembre 2011, une date qui coïncidait avec le début d'un vide de 5 ans dans sa biographie officielle. Aujourd'hui, j'ai perdu Emily. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. Son cerveau est irréversiblement endommagé. Ma fille n'est maintenant qu'une coquille. Mais je sais qu'elle est toujours là-dedans. Je trouverai un moyen de la ramener. Emily Clark, la fille de 7 ans du suspect, est décédée en 2011 dans un accident de voiture, explique l'enquêteur Green. Elle laisse rester dans le coma pendant 3 mois avant que Clark ne prenne la décision d'arrêter les mesures de maintien en vie. Les entrées suivantes du journal ont révélé l'histoire d'une personne obsédée par le chagrin, qui refusait d'accepter la mort de sa fille. Clark a commencé, en utilisant son expérience scientifique, à étudier le fonctionnement du cerveau, la neuroplasticité et les possibilités de restauration des fonctions cognitives. Au début, il agissait dans le cadre de la loi. Il travaillait dans des centres de recherche et coopérait avec des scientifiques qui étudiaient les lésions cérébrales. Mais en 2013, le ton du journal change. Clark écrit sur la stupidité de la science officielle, les restrictions éthiques qui freinent le progrès et la nécessité d'agir indépendamment. Il mentionne une théorie qui est devenue la base de ses expériences ultérieures. S'il est impossible de restaurer le cerveau endommagé d'un adulte, il pourrait être possible de le ramener à un état enfantin, plus plastique, et de commencer la récupération à partir de là. En essence, il essayait de trouver un moyen de réinitialiser neurochimiquement le cerveau d'un adulte à l'état d'un enfant.
explique le docteur Fisher. Dans sa logique déformée, cela devrait créer une page blanche sur laquelle la personnalité de sa fille décédée pourrait être restaurée. En 2014, les entrées du journal deviennent plus concrètes. Clark écrit sur les premières expériences sur des animaux menées dans le garage d'une maison louée dans une banlieue de Seattle. Il décrit des combinaisons de médicaments qui montrent des résultats encourageants dans la réduction des fonctions cognitives à un état primitif. D'ici 2015, il passe aux essais sur le terrain, sur des humains. Les premières victimes sont des sans-abri, qu'il attire avec la promesse de nourriture et d'argent. Dans le journal, il décrit froidement comment il leur administre des préparations et observe leurs réactions. La plupart de ses premiers sujets meurent d'une overdose ou d'effets secondaires imprévus. À cette époque, il n'avait pas encore de lieu approprié pour l'hébergement à long terme des sujets d'essai, remarque Green. Selon les enregistrements, il se débarrassait simplement des corps en les jetant dans la baie de Puget Sound ou en les enterrant dans la forêt. Au printemps 2016, Clark décide qu'il a besoin d'une base permanente pour ses expériences. Il vend sa maison à Seattle, achète une nouvelle maison dans le quartier calme de Silver Spring et aménage le sous-sol en laboratoire. Dans le journal, il planifie en détail la rénovation de l'espace, le système de sécurité et les méthodes d'insonorisation. Parallèlement à l'installation du laboratoire, Clark développe un protocole expérimental plus sophistiqué. Il écrit sur 3 phases de régression. D'abord la dégradation de la personnalité par la pression psychologique et l'influence pharmacologique, puis la régression cognitive à l'aide de préparations spéciales, et enfin l'imprinting, l'implantation de nouvelles compétences de base et de modèles de comportement. À ce stade, il avait déjà largement dépassé la limite de la simple folie, commente le docteur Fisher. Il a créé toute une méthodologie pseudo-scientifique avec des graphiques, des tableaux et un système d'évaluation. C'était de la science folle, mais réalisée avec une méthodologie effrayante. Dans les enregistrements après le déménagement à Silver Spring, Clark mentionne régulièrement ses sujets, leurs progrès ou échecs. Il décrit comment il améliore ses méthodes, change les dosages et combine les préparations. D'ici 2018, il estime avoir atteint une régression mentale stable chez plusieurs sujets de test. Le sujet 9 montre des signes constants de fonctionnement cognitif au niveau de 30 à 36 mois. Lisons-nous dans une entrée de novembre 2018. Elle reconnaît des formes simples, utilise un langage basique et montre des réactions émotionnelles appropriées pour son âge. La préparation pour la 3e phase est terminée. La 3e phase, selon le journal, était la partie la plus inquiétante du plan de Clark. Il avait l'intention de charger les souvenirs et la personnalité de sa fille dans les adultes régressés. À cette fin, il a recueilli l'ADN d'Emily à partir d'objets personnels conservés, a étudié les neurotechnologies pour la stimulation de la mémoire et a expérimenté avec des substances psychédéliques qui, selon lui, pourraient ouvrir l'esprit à l'empreinte. L'objectif final n'était pas seulement de faire régresser des adultes à un état infantile, explique Fisher. Il voulait créer un vaisseau vide qui pourrait ensuite recevoir la personnalité de sa fille. En gros, il voulait recréer Emily dans le corps d'une autre personne. Clark n'a jamais atteint cet objectif. Ses expériences ont conduit à diverses formes de régression, mais aucun des sujets n'est devenu le vaisseau parfait. Certains ont perdu toutes leurs fonctions cognitives et sont tombés dans un état presque végétatif. D'autres ont conservé des fragments de leur personnalité adulte, ce que Clark appelait une contamination. Un 3e groupe a développé des symptômes psychotiques imprévus. En janvier 2019, après une panne de courant et un incident qui a failli conduire à l'évasion des sujets, le ton du journal change. Clark écrit sur la découverte inévitable et la nécessité de terminer le travail ou de le déplacer vers un endroit plus sûr. La dernière entrée date du 27 mars 2019, un jour avant sa fuite. Demain, je déplacerai S9, sujet 9. Elle est la plus proche de l'objectif. Les autres sont des échecs, je dois m'en débarrasser.
C'est trop risqué de les garder ici. White a de nouveau appelé la police. La maison est surveillée. Je dois agir vite. C'est précisément cette entrée que Clark n'a pas pu mettre pleinement en œuvre. Apparemment, il prévoyait d'éliminer 2 sujets restants et d'emmener la femme la plus réussie à un autre endroit. Mais un incident inconnu, peut-être une tentative d'évasion de l'un des sujets, a conduit à une fenêtre brisée, un appel d'urgence à la police et le départ précipité de Clark. Parallèlement à l'enquête sur le journal, les enquêteurs traitaient d'autres preuves. Le traceur GPS sur la voiture de Clark, installé en février, a permis de reconstituer ses itinéraires des 2 derniers mois. Un intérêt particulier a été suscité par des voyages réguliers dans une région isolée du parc national de Shenandoah. Le 18 avril 2019, un groupe de recherche avec des chiens pisteurs a découvert plusieurs tombes peu profondes dans cette zone. Au cours des 2 semaines suivantes, les restes de 7 personnes à différents stades de décomposition ont été trouvés. Les médecins légistes ont déterminé que tous sont morts de causes similaires. Une combinaison de préparations causant un arrêt cardiaque ou une insuffisance respiratoire. Ces personnes étaient les expériences ratées de Clark, dit Green. Quand elles ne répondaient de plus à ces critères ou que leur hébergement devenait risqué, il s'en débarrassait. L'identification des corps a pris plusieurs mois. 5 des 7 victimes ont pu être identifiées, c'est-à-dire des personnes signalées disparues dans différents États de la côte Est au cours des 3 dernières années. 2 sont restés non identifiés, probablement des sans-abri dont la disparition n'avait été signalée par personne. Les techniciens de la police scientifique ont également découvert des traces de sang dans le coffre du pick-up de Clark, appartenant à au moins 3 personnes différentes. L'analyse a révélé qu'il s'agissait des sujets 10, 15 et 16, probablement les dernières victimes dont Clark s'est débarrassé peu avant sa fuite. L'enquête sur le SUV noir, observé par les voisins, est restée impossible pendant longtemps. Le véhicule n'a pas pu être trouvé. Cependant, fin avril, la police a reçu un indice inattendu. Un fermier du nord de la Virginie a signalé un véhicule abandonné, trouvé dans un bois à côté de sa propriété. C'était exactement ce SUV, et à l'intérieur, on a trouvé des traces de sang appartenant au sujet 9, la femme que Clark considérait comme son expérience la plus réussie. Nous soupçonnons qu'il a essayé de l'emmener ailleurs, mais quelque chose a mal tourné, explique Green. Elle a peut-être essayé de s'échapper ou son état s'est détérioré. Il a abandonné la voiture et s'est débarrassé d'elle d'une autre manière. Jusqu'en juillet 2019, l'enquête avait obtenu des preuves de l'implication de Clark dans l'enlèvement et le meurtre d'au moins 14 personnes. 3 survivants sont restés dans un établissement médical spécialisé où les médecins tentaient de les sortir de l'état induit par des préparations chimiques. Cependant, tous les feeds de cette affaire n'ont pas pu être reliés. L'identité des visiteurs dans le SUV noir qui sont venus chez Clark la nuit de la panne de courant et plus tard est restée non élucidée. Le sort du sujet 9, la femme que Clark avait sortie de la maison juste avant sa fuite, est également resté inconnu. Et le plus important, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si Clark agissait seul ou avait des complices. Les réponses à ces questions ne pouvaient se trouver que dans l'esprit de Robert Clark lui-même. Mais les obtenir s'est avéré ne pas être facile. Après son arrestation, Robert Clark a refusé de parler. Pendant les premiers interrogatoires, il a gardé un silence total et fixé un point sur le mur. Une évaluation psychiatrique l'a jugé sain d'esprit, capable de comprendre la nature des accusations et de participer au procès. Mais Clark continuait à garder le silence. Ce n'était pas un silence tactique sur conseil de son avocat, explique l'enquêteur Green. Il s'est simplement déconnecté, comme s'il avait décidé que le monde extérieur ne méritait plus son attention. La seule fois où Clark a rompu son silence fut le 14 mai 2019, lorsque les enquêteurs lui ont montré des photos de 3 sujets survivants. Il a regardé les images et une grimace de dégoût a traversé son visage. Des échecs. Ils sont tous des échecs, a-t-il dit avant de se taire à nouveau. Malgré le manque de coopération de la part du suspect, les enquêtes se sont poursuivies.
Les enquêteurs ont méthodiquement reconstitué ces mouvements des 3 dernières années, interrogé d'anciens collègues et analysé des transactions financières. Peu à peu, une image plus complète s'est formée. Il s'est avéré que Clark recevait des fonds de plusieurs sources. En plus de son salaire de professeur, des sommes importantes étaient régulièrement versées sur ses comptes par des donateurs anonymes via des sociétés offshore. Les experts du FBI soupçonnaient qu'il pourrait s'agir de paiements d'individus ou d'organisations intéressées par les résultats de ces expériences. Nous avons trouvé une correspondance cryptée sur l'un de ces ordinateurs, rapporte l'agent spécial du FBI Alice Kimura. Clark envoyait des rapports d'avancement à quelqu'un portant le nom de code « sponsor ». En retour, il recevait non seulement de l'argent, mais aussi des recommandations méthodologiques et parfois des demandes concrètes pour certains types d'expériences. Les tentatives pour suivre la trace du mystérieux sponsor ont jusqu'à présent été infructueuses. Les messages passaient par plusieurs niveaux de cryptage et serveurs proxy dans différents pays. Cependant, l'analyse du contenu de la correspondance suggère que le sponsor possédait des connaissances approfondies en neuropharmacologie et avait accès à des préparations expérimentales. Cela a été confirmé par l'analyse détaillée des substances trouvées dans le laboratoire de Clark. Certaines n'étaient enregistrées dans aucune base de données pharmaceutique et représentaient des versions modifiées de médicaments psychotropes connus. De telles modifications nécessitaient un équipement spécial et une expertise que Clark, malgré sa formation, aurait difficilement pu posséder seul. Nous n'avons pas affaire à un fou solitaire, mais à un système plus complexe, soupçonne l'agent Kimura. Clark était probablement un exécutant, un chercheur de terrain, qui travaillait pour quelqu'un qui fournissait des ressources et peut-être des fondements scientifiques. La théorie sur les complices potentiels a reçu une confirmation supplémentaire lorsque les techniciens criminalistiques ont découvert un logo à l'intérieur de la porte métallique de la cave qui ne correspondait à aucune entreprise connue. Le symbole représentait une figure stylisée rappelant un humain dans un losange, ainsi que l'abréviation RMI. Nous ne pouvons pas encore déchiffrer cette abréviation, dit Green. Mais le même symbole était gravé sur certains instruments du laboratoire et codé dans les noms de fichiers sur l'ordinateur de Clark. Parallèlement aux enquêtes sur les activités de Clark et la recherche de ses complices potentiels, le travail s'est poursuivi avec les 3 victimes survivantes. Leur état s'améliorait lentement, mais les progrès étaient minimes. Le problème ne réside pas seulement dans l'impact pharmacologique, bien qu'il ait été sans précédent, explique le docteur Fisher. Ces personnes ont été soumises à un ensemble complexe de manipulations psychologiques. Clark a littéralement effacé leur personnalité et les a partiellement remplacées par des constructions artificielles. Ce n'est pas quelque chose dont on peut simplement se désintoxiquer ou guérir. Jusqu'en juillet 2019, le sujet 4, Michael Dorsey, a commencé à répondre à son vrai nom et à reconnaître les membres de sa famille sur des photos. Le sujet 13, Thomas Baker, a récupéré des compétences de base en matière d'autonomie, mais restait incapable d'un langage cohérent. Le sujet 9, Sarah Klein, montrait le moins de progrès, restant dans un état que les psychiatres décrivaient comme un fonctionnement cognitif au niveau d'un enfant de 2 à 3 ans. Leur cerveau s'est littéralement restructuré sous l'influence des préparations, explique le neurophysiologiste Dr. James Cho. L'IRM montre des changements dans l'activité de différentes zones cérébrales, une réorganisation des connexions neuronales. Dans un certain sens, ils ne sont plus les personnes qu'ils étaient avant leur enlèvement. En août 2019, une nouvelle piste est apparue dans l'affaire. Un informateur anonyme a contacté le FBI affirmant avoir des informations sur l'Institut de médecine régressive, une organisation qui menait des expériences similaires à celles de Clark. Selon l'informateur, l'abréviation RMI signifiait exactement Regressive Medicine Institute. Cette personne affirmait que l'institut était financé par un groupe de personnes fortunées dont beaucoup avaient perdu des enfants et étaient obsédés par l'idée de les ramener, rapporte l'agent Kimura. Mais avant que nous puissions organiser une rencontre pour obtenir des informations plus détaillées,
il a disparu. Les tentatives pour retrouver l'informateur sont restées sans résultat. Son email avait été créé via un service anonyme et l'adresse IP changeait régulièrement, indiquant l'utilisation de méthodes avancées pour dissimuler son identité. Le 8 septembre 2019, un autre événement inattendu s'est produit. Sarah Klein, sujet 9, a été retrouvée morte dans sa chambre d'une clinique spécialisée. La cause officielle du décès était un arrêt cardiaque dû à une pathologie congénitale non détectée auparavant. Cependant, l'analyse toxicologique a révélé des traces dans son sang de la même préparation expérimentale que Clark avait utilisée. Comment la préparation a pu pénétrer dans son organisme sous stricte surveillance médicale reste inexpliqué, remarque Green. Les caméras de surveillance dans le couloir de la clinique ont enregistré l'image floue d'une personne en tenue médicale qui est entrée dans la chambre de Klein 3 heures avant sa mort. Cette personne n'a pas été identifiée parmi le personnel de la clinique. La mort de Sarah Klein a conduit à des mesures de sécurité renforcées autour des 2 autres survivants. Ils ont été transférés dans un établissement médical fédéral fermé avec une protection au niveau témoin. En octobre 2019, le procès contre Robert Clark a commencé. Il a été accusé d'enlèvement, de séquestration illégale, de réalisation d'expériences médicales illégales, de maltraitance et de meurtre. Au total, 17 chefs d'accusation, dont chacun signifiait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Clark a poursuivi sa ligne de conduite. Silence total et absence de réaction à ce qui se passait. Son avocat désigné par le tribunal a tenté de construire la défense sur la base de l'incapacité mentale, mais les évaluations psychiatriques ont systématiquement jugé l'accusé comme sain d'esprit. Ce n'est pas un fou au sens traditionnel, explique le docteur Fisher qui a agi en tant qu'expert lors du procès. Il est pleinement conscient de ses actions, de leurs conséquences et de leur illégalité. Ses expériences étaient méthodiques, réfléchies, avec des objectifs clairs. Ce n'est pas le comportement d'une personne dans un état psychotique. Le procès a duré 7 semaines. Le jury a rendu un verdict de coupable sur tous les chefs d'accusation. Le 12 décembre 2019, le juge Richard Holden a condamné Robert Clark à 17 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant le prononcé de la sentence, un autre incident étrange s'est produit. Lorsque le juge a annoncé la décision, Clark a réagi pour la première fois durant tout le procès. Il a souri et a dit une phrase que seuls ceux à proximité ont entendue. « Vous pensez nous avoir arrêtés ? Ce n'est que le début. » 3 jours après le verdict, Robert Clark a été retrouvé mort dans sa cellule. La cause préliminaire du décès était une insuffisance cardiaque aiguë. L'autopsie n'a révélé aucune trace de poison ou d'autres substances suspectes dans son corps. Néanmoins, les circonstances de sa mort ont été ajoutées à la liste des coïncidences étranges dans cette affaire. Au début de l'année 2020, l'état des 2 victimes survivantes continuait à s'améliorer lentement. Michael Dorsey a retrouvé son langage et quelques souvenirs fondamentaux de sa vie antérieure. Thomas Baker a atteint un niveau de fonctionnement cognitif équivalent à celui d'un enfant de 8 à 9 ans. Une guérison complète est improbable, remarque prudemment le Dr Shaw. Mais les progrès qu'ils ont réalisés peuvent déjà être considérés comme un miracle médical, compte tenu de ce qu'ils ont dû endurer. Les enquêtes concernant d'éventuels complices de Clark et l'organisation mystérieuse RMI se poursuivent. Le FBI a formé un groupe de travail spécial exclusivement dédié à cet aspect de l'affaire. L'agent Kimura, qui dirige le groupe, refuse de commenter l'état actuel des enquêtes. La maison numéro 47 de la rue des Ormes a été confisquée par l'État et plus tard démolie sur décision de l'administration municipale. Il est prévu de construire à sa place un parc commémoratif en mémoire des victimes. Les voisins, dont la vigilance a finalement conduit à l'exposition de Clark, ont toujours des sentiments mitigés. « Nous avons vécu 3 ans à côté d'un monstre », dit Elizabeth Horn. « Nous entendions les cris de ces victimes chaque nuit, et nous n'avons rien pu faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour beaucoup d'entre eux. Ce sentiment ne nous quittera jamais. » En septembre 2020,
Près d'1 an après la conclusion de l'enquête principale, un ouvrier posant des câbles dans une zone boisée à 30 miles de Silver Spring a découvert un bunker abandonné. À l'intérieur se trouvait un équipement identique à celui identifié dans le laboratoire de Clark, ainsi que plusieurs cages vides. Sur le mur était peint le même symbole, un humain dans un losange et les lettres RMI. Le bunker était complètement vide, soigneusement nettoyé. Aucune empreinte digitale, ADN ou autre trace n'a pu être trouvée. Les experts soupçonnaient que l'espace n'avait pas été utilisé depuis plusieurs mois. Nous pensons qu'il s'agissait d'un site alternatif pour les expériences de Clark ou de ses complices, a déclaré un représentant du FBI lors d'un bref briefing. Les enquêtes se poursuivent. Les corps de 4 victimes présumées de Clark n'ont toujours pas été retrouvés, dont celui d'une femme qu'il a sorti de la maison juste avant sa fuite. L'identité de la personne qui a visité Sarah Klein avant sa mort et qui ressemblait à un médecin n'a pas été établie. Le mystère du sponsor et de l'organisation potentielle derrière les expériences de Clark reste non résolu. Les habitants de la rue des Ormes n'entendent plus de pleurs la nuit. Mais parfois, confesse James White, il lui semble que ces sons continuent de résonner quelque part au loin.